Marguerite Blais, autrefois ministre des Aînés à la Coalition Avenir Québec, sort son livre. En poste de 2018 à 2022, elle a été la responsable du dossier des aînés durant des années marquées par la pandémie de la COVID-19. Notre collègue l'a rencontrée chez elle afin de connaître ses intentions derrière la rédaction de son manuscrit. Marguerite Blais, Madame Blais, merci de me recevoir. Marguerite. Marguerite, on se rend compte parce que cette semaine, c'était la sortie de votre livre Au nom des aînés. Sur la première de couverture, il y a déjà plusieurs choses intéressantes. Premièrement, le titre. On sait qu'il y a eu un petit lapsus au moment du lancement cette semaine, où est-ce qu'on a dit « Au front pour les aînés ». C'était un titre qui était provisoire, envisagé. là, oui. Un titre qui était envisagé. On voit aussi que c'est un livre qui est coécrit avec Guillaume Nadon, qu'on connaît dans le paysage de la Rivière-du-Nord, et avec la préface de Béatrice Picard. Première des choses, j'étais là au lancement ce lundi. C'était absolument impressionnant. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de comment ça s'est passé pour vous? Un tourbillon, premièrement, il y avait à la fois des politiciens, mais il y avait des gens du communautaire, il y avait plusieurs chercheurs, il y avait des scientifiques dans la place, parce que j'ai toujours travaillé avec des chercheurs. Il y avait des personnes âgées, de l'organisme Les Petits Frères, parce que j'ai été aussi la marraine des Petits Frères bien avant Béatrice Picard. Je trouvais que c'était un symbole. Il y avait ma famille, il y avait des amis, une ancienne maquilleuse qui fait aujourd'hui des sculptures. Il y avait une jeune femme que j'ai connue quand elle avait 15 ans, alors que j'animais le Téléthon de la dystrophie musculaire avec Serge Laprade et d'autres personnes. Et elle vit en CHSLD depuis qu'elle a 15 ans, orpheline. Et aujourd'hui, là, écoute, j'ai 75 ans. Là, elle est encore dans le même CHSLD. Et je l'ai invitée à venir à ce lancement. Pour moi, c'est symbolique, là. Tu sais, plusieurs personnes qui ont fait partie de mon parcours de vie. Donc, il y avait une magie. Il y avait une forme de magie pour moi, en tout cas. C'était magique. C'était un rassemblement assez impressionnant, comme vous le disiez. Il y avait, entre autres, François Legault qui était là. Il y avait un beau rassemblement de ministres. On voyait... Puis d'anciens ministres. Exact. On voyait des amis de longue date, parce qu'on sait que vous avez été autant ministre libéral que caquiste. Et tout ce beau monde-là réuni pour un livre que j'ai lu la semaine dernière, qui est extrêmement intéressant, qui relate principalement vos 12 années en politique, le combat d'une vie aussi que vous avez mené au nom des aînés. Qu'est-ce que ce livre-là représente pour vous et pourquoi le sortir maintenant? Excellente question. D'une part, j'aurais pas écrit le livre parce que j'étais encore prise dans la pandémie. Ça m'a réellement rendue malade. Je n'étais pas retournée en politique à l'âge de 68 ans pour voir des personnes âgées mourir pendant la pandémie. Et je viens du milieu artistique. Je ne sais pas si ça rend les gens plus sensibles, mais me faire dire que j'ai assassiné 5000 personnes, c'est drôle parce qu'hier, sur un média social, c'était 10 000 personnes que j'avais assassinées. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il prendrait mes livres pour en faire un feu de foyer. Là, j'en ris, tu sais. Je ris jaune, mais j'en ris pareil. Mais à ce moment-là, je l'ai pris, c'est entré dans ma tête et ça m'a rendu complètement malade. Et je voulais pas faire ça, mais c'est un jeune qui m'a dit « Pourquoi t'écris pas? » C'est Guillaume Nadon qui m'a dit « Pourquoi t'écris pas un livre? » et tout ça. Je m'en sens pas capable seule. Et en parlant, j'ai dit « Ben, comme tu as fait tes études sur les politiques qui touchent les aînés, comme tu as travaillé quelques mois avec moi, pourquoi on ne ferait pas un dialogue intergénérationnel? Tu pourrais me poser des questions, puis moi, je pourrais co-écrire. Tu sais, ce serait comme à quatre mains. C'est comme ça que c'est né. Il m'a dit, Marguerite, écris ta période avec Jean Charest, écris ta période avec Philippe Couillard, avec François Legault. Parle-moi comment c'était avec les gardes du corps, comment ça se passait en commission parlementaire. Et tout ça a déboulé. Et je voyais le chapitre de la pandémie arriver, puis il me faisait très, très peur.
Et ça a été merveilleux parce que j'ai découvert plein de choses sur moi et plein de choses qu'il fallait que j'arrête là, de me culpabiliser par rapport à ça. Tu sais, la pandémie, ça a touché le monde. Et ça a été partout, puis il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de vaccins. Bref, je me suis rendu compte qu'il fallait que le livre sorte. L'éditeur préférait que ça sorte à l'automne pour avoir le temps de le peaufiner davantage. Mais comme on est en année électorale, il fallait que ça sorte parce que la conclusion, c'est vraiment qu'il faut arrêter de faire de l'agisme, il faut arrêter de soumettre au ministère de la Santé. Ce ne sont pas forcément des personnes malades. Et le ministère de la Santé est axé sur le curatif et non sur la prévention. Alors, un ministère des Aînés avec son propre budget, sa propre négociation avec le Conseil du Trésor, un ministère du vieillissement qui se préoccupe des personnes qui vieillissent, qui paient des taxes, des impôts, consomment des biens de loisirs, font partie de l'évolution économique de la société, qui sont des grands-parents, des proches aidants. Il faut voir ça. Il faut que le gouvernement s'en préoccupe de cette façon-là, avec aussi les personnes vulnérables, parce que faut que ça fasse partie de ce ministère. Et je trouvais que c'était la bonne période pour le sortir, pour dire quel parti politique va avoir le courage de parler véritablement des aînés et de faire un ministère pour changer la perception dans la société. Que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on est vieux. Parce que quand on vieillit, c'est parce qu'on est en vie. On est vivant. Mais vous avez été la première ministre entièrement dédiée aux aînés sous les libéraux, puis ensuite avec la CAQ, ministre délégué, pas délégué, mais ministre attitré aux aînés et aux proches aidants. Qu'est-ce que ça leur représentait comme symbolique pour vous? Parce qu'on sait que, on comprend dans le livre que ça a fait partie carrément des premières discussions avec autant Jean Charest que François Legault. C'était une condition sine qua non pour vous. C'était la raison pour laquelle je faisais de la politique, une politique sociale. Et j'ai réalisé, quand je suis arrivée en 2007, qu'il y avait 3 fonctionnaires au secrétariat des aînés. Il y avait très, très peu de choses, un budget d'à peu près 2 millions de dollars. Là. Mais je ne parle pas des aînés vulnérables, mais des aînés actifs. Alors, ça forçait un peu le développement, je dirais, des programmes, des politiques, des plans d'action. Parce que j'ai demandé à M. Charest de faire une consultation publique sur les conditions de vie des aînés. Il hésitait parce que consultation, ça veut dire demande, ça veut dire budget. Mais il avait nommé un ministre des Aînés, fait qu'il fallait faire grandir, en quelque sorte, les services offerts à cette population. Et là, ça a fait un plan d'action pour combattre la maltraitance, les politiques municipalités amies des aînés, un fonds de soutien aux proches aidants, entre autres, la première politique de l'histoire du Québec sur le vieillissement, vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté au Québec. Et quand je suis revenue en 2018, il y avait encore 35 fonctionnaires au secrétariat des aînés. Mais comme j'étais à l'intérieur du ministère de la Santé, parce qu'auparavant, c'était le ministère de la Famille et des aînés, mais là, au ministère de la Santé, ça faisait à l'époque mon affaire parce que je savais que la santé avait un très gros budget puis que je pourrais avoir un peu plus d'argent pour soutenir les maisons de répit Gilles Carle, la gériatrie sociale, veiller au CHSLD, etc. Et j'ai demandé à ce qu'on mette en place un bureau des aînés et des proches aidants, donc des fonctionnaires du ministère de la Santé avec le secrétariat des aînés. Et là, je me rends compte qu'on est prêt à faire un ministère des aînés. Pourquoi? Parce qu'il y a justement une assise là, qui existe. Là. Il y a des programmes, il y a des politiques, il y a des lois. Et on peut maintenant dire c'est le temps de faire un ministère des aînés. Là. Ceux qui vont lire le livre, ceux qui vous connaissent le savent déjà, c'est le combat d'une vie que vous avez mené au nom des aînés. Le livre porte très bien son nom. On comprend aussi vers la fin du livre, quand on fait le recensement de tout ce qu'on a lu, à quel point l'héritage que vous laissez est important. On le disait tantôt, la pandémie est arrivée, puis même le chapitre à écrire, on le voyait venir comme un peu un tsunami, c'est le mot que vous utilisez là-dedans.
Est-ce que la façon que ça s'est joué avec la pandémie à la fin, est-ce que c'était le tsunami qui a fait déborder le vase? Parce que votre héritage est colossal, mais à la fin, c'est venu vous marquer profondément comme épisode. Ben oui, parce que j'ai mangé une volée de bois vert. J'étais par tout le monde. Ben pas par tout le monde, mais par plusieurs personnes. À la fois par les journalistes, là, puis parce que je portais le titre de ministre responsable des aînés. Mais j'étais ministre des aînés, mais tout le personnel, tout ce qui était syndiqué, les PDG des CIS et des CIUS étaient sous la gouverne du ministère, du ministre de la Santé. Donc, c'était à la fois, tu sais, c'est comme si j'avais un pied à l'extérieur de la porte et un pied de l'autre côté de la porte. Et il fallait négocier ensemble. Et c'était pas chose simple. Puis pendant la pandémie, en plus, on était à peu près 40 à tous les jours au bout du fil. Alors, c'est pas, on peut pas prendre 40 décisions, hein, c'est une décision. Donc, les décisions n'étaient pas toujours celles que j'aurais souhaité qu'elles soient. Mais c'est comme ça aussi. Hein. On le comprend bien avec le livre, des points justement névralgiques comme le transfert des aînés des hôpitaux en CHSLD auquel vous vous étiez opposé, aussi l'interdiction de la visite des proches aidants. Puis c'est un peu vous qui avez porté le chapeau pour ces décisions-là. Ben absolument. Ça fait partie du jeu politique. Ben, ça fait partie du jeu politique. La politique, on est dans le mou quand on fait de la politique. Tu sais. C'est comme une équipe de hockey. C'est comme une entreprise. Tu sais. Je veux dire, t'as beau être le président de l'entreprise, là, mais si les gens qui travaillent avec toi ne sont pas entièrement dédiés, oublie ça, là, ton entreprise en politique, c'est pareil. Tu joues dans le nous, c'est pas dans le moi. Alors, c'est ça. Ça a été tellement pénible que j'ai encore de la difficulté à en parler. Mais je suis passée devant la coroner Joanne Kamel au sujet de la pandémie. Je crois que j'ai été la dernière à le faire. Et j'ai parlé avec mon cœur et ce qui m'a fait du bien et ce qui a fait en sorte que dans les médias, on a cessé de parler de moi, c'est quand elle a dit à peu près dans 3 lignes que comment on appelle ça, là, c'est le témoignage que j'avais fait devant elle était le plus crédible. Alors ça m'a enlevé, là. J'avais une chape de plomb là, sur les épaules, ça m'a fait du bien. Ce qui a dû faire du bien aussi, c'est la pause que vous venez dans le fond, moi, j'ai écrit sur le livre, puis j'ai appelé ça « Le retour tranquille » de Marguerite Blais. J'imagine que la pause que vous avez prise jusqu'à temps que Guillaume vienne vous solliciter pour le livre a dû être très salvatrice aussi. Bien, je pensais que j'avais mis de côté vraiment beaucoup tout mon engagement auprès des aînés puis des proches aidants, puis que là, maintenant, ben, j'étais comme dans un autre monde, à la retraite. Écouter les petits oiseaux, puis marcher, puis me baigner, puis bon. Puis je me rends compte que le feu sacré est omniprésent, puis je suis tellement fâchée, je suis fâchée qu'on n'ait pas assez appris de la pandémie. Comment ça se fait là, qu'on n'en parle pas des personnes âgées, tu sais? On parle de la vétusté des hôpitaux, des écoles. Bien là, continuez à dire qu'il faut rénover les CHSLD, là. Continuons à le dire, là. On ne le dit pas. S'il y avait une autre pandémie, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce qu'on a assez appris? Comment on pourrait faire des maisons des aînés à coût moindre? Parce que les maisons des aînés coûtent cher, mais le modèle est extraordinaire, là. Moi, j'ai fait du bénévolat à la maison des aînés de Prévost, là. Le modèle doit rester, là, parce que c'est pas un modèle hospitalo-centrique, là. C'est une façon de vivre comme à la maison, là. Il n'y a pas de chariot avec des pilules là, qui se déambulent. Là, il n'y a pas de corridor non plus, là. C'est comme une maisonnée. Alors, je crois qu'il faut que je continue le combat. D'une autre façon qu'à l'intérieur de la politique active, mais que je continue à faire de la politique sociale. Je l'ai comme réalisé au lancement, cette attitude-là, parce qu'en lisant le livre, on sent la lourdeur des années, on sent la lourdeur des dernières années, puis la blessure qui est très, très présente.
le soir du lancement, quand vous avez pris la parole, j'ai trouvé qu'on vous sentait combatif. Vous avez passé votre message directement. Vous aviez un auditoire tout À étoile cinq là, points. avec François Legault qui était dans les premières rangées. Vous l'avez dit haut et fort que vous ressortiez ça là, parce que la campagne électorale s'en venait puis qu'il faut en parler. Ouais. Vous avez retrouvé un peu le feu sacré après la période de répit? Ben, je m'étais préparée dans ma tête, là. J'avais pas de discours. Mais je pensais jamais que j'aurais cette fougue-là, que ça sortirait comme ça. Je pensais jamais que j'aurais le guts de dire au ministre, écoutez, là, c'est pas le moi, là, c'est pas mon gouvernement, c'est le gouvernement du premier ministre. Et j'ai dit ça, je disais, oh Marguerite, t'as des amis ministres dans la salle, t'as des anciens ministres. Je pense que ce soir-là, j'ai exprimé ce que je ressentais profondément, que ma parole était libérée. C'est ça, c'est une parole qui était libérée, sans amertume. Je ne suis pas du tout amère de rien et je ne blâme personne. Mais c'est dur, la politique, puis il faut en faire. Je raconte que c'est difficile, mais en même temps, j'invite les gens à faire de la politique. Je dis que c'est difficile parce que, puis je l'ai dit lors du lancement, on est élu par le peuple. C'est le même peuple qui nous met à la porte. C'est un drôle de métier pareil. Contraste, là. ouais. Tu sais, c'est très contradictoire, c'est très paradoxal. Les ministres, en plus, pensent qu'ils ont du pouvoir. Tu sais, je suis ministre de la Santé. Mais si le premier ministre n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire, est-ce que tu as du pouvoir? C'est un des Le gros enjeux. pouvoir, c'est relatif, le pouvoir. C'est un des gros enjeux que vous êtes capable de très bien illustrer dans le livre. Justement, l'espèce d'équilibre entre le rapport au pouvoir, justement. Parce qu'on sent dans plusieurs épisodes que, malgré votre titre de ministre, vous n'aviez pas tant que ça le pouvoir décisionnel. Pour le commun du mortel, c'est un peu difficile à comprendre et peut-être même à accepter parce qu'on se dit, si même la ministre n'a pas de pouvoir au sein de son gouvernement, du gouvernement du premier ministre, quel pouvoir qui reste vraiment aux citoyens puis à la démocratie? Ben, je crois que les ministres ont du pouvoir, mais un pouvoir, tu sais, tu peux pas avoir le pouvoir extrême, là. Il faut savoir partager aussi. Quand tu arrives dans un gouvernement, puis il y a une tarte. Hein, admettons, là, bon, la santé, c'est 68 milliards cette année. Bon, il y a une tarte. C'est le budget. Après ça, il y a des pointes de tarte, mais la tarte, elle ne peut pas toujours grandir. Il faut se la partager. Il faut accepter que d'autres collègues, à un moment donné, puissent avoir une pointe de tarte. Fait que c'est pour ça que je dis que le pouvoir est extrêmement relatif. Pendant la pandémie, les aînés, on parlait des aînés à tous les jours, là. C'était le pouvoir à cause de ce qui se passait. Parfois, c'est le ministre de l'Environnement. Parfois, c'est le ministre de l'Éducation parce qu'on mise beaucoup sur l'éducation. Fait que le pouvoir, c'est comme... Comment pourrais-je illustrer ça pour qu'on puisse comprendre simplement? Je dirais que pour faire un collier de perles, ça prend plusieurs perles. Et toi, tu n'es qu'une perle dans le collier, mais tu fais partie du collier. Et le pouvoir, c'est le collier. C'est la collectivité, c'est la communauté. C'est comme ça que je vois ça. Maintenant, là, je pratique le Ikigai. C'est pas dans le livre, ça. Non. Et c'est un concept japonais. Et plus tu es avec les autres, plus tu partages avec les autres, je pense que plus tu trouves la force de bien vieillir et de mieux vieillir. Les Japonais, par exemple, à Okinawa, sur l'île d'Okinawa, où ils vivent jusqu'à 100 ans. Puis il y a d'autres, il y a 5 endroits peut-être à travers le monde, un peu comme ça, avec une philosophie où les gens vivent jusqu'à 100 ans. Mais quand ils mangent, quand tu es rendu à satiété, à 80 %, ils arrêtent de manger. Bien, je fais ça maintenant, au lieu d'être gourmande puis de m'empiffrer. Les Japonais, le mot retraite n'existe pas dans le vocabulaire. Donc, à 90 ans, tu peux continuer de travailler, puis il n'y a personne qui te regarde de travers. Ils font partie de petites associations, puis ils donnent un montant d'argent pour les activités.
Mais admettons que M. Baribeau fait partie de mon association, puis que M. Baribeau, il a un problème financier, il lui arrive une grave épreuve, mais l'argent des loisirs va servir de filet de sécurité à M. Baribeau. Je trouve ça extraordinaire. Cette entraide-là, entre autres. Puis, quand une personne étrangère arrive, c'est d'être capable de l'accueillir comme si c'était ton frère, ta sœur. Ben, c'est comme ça que je veux vieillir. Et j'applique ça maintenant à tous les jours. Donc, Ben, vous ne me donnez pas le choix. On s'est vu pour la première fois à votre lancement lundi dernier. Puis, on l'a déjà dit, là, c'était un parterre tout étoile qui était là. C'était bondé. Puis, vous aviez l'air de connaître tout le monde, évidemment. Et tout le monde était après vous. C'était une salle très, très pleine. Puis, ceux qui n'étaient pas après vous, ils étaient soit après le premier ministre ou après d'autres gens importants. Moi, j'étais un journaliste obscur des Laurentides qui était dans la salle. Non, tout le monde fait partie du collier de perles. Ben, c'est là que je vous reprends, là, tout le monde fait partie du collier de perles. Vous voyez où je veux aller. À travers toutes les photos que vous preniez avec les invités étoiles. Quand vous m'avez vu, vous avez très certainement compris que vous ne me connaissiez pas. Vous ne m'avez jamais lâché du regard. Vous êtes venu directement vers moi. Puis pendant 45 secondes, vous m'avez donné 100% de votre attention. Ça, je l'ai réalisé plus tard chez moi, parce que sur le coup, je vous ai juste serré la main, je me suis présenté, j'ai dit on va se revoir jeudi pour l'entrevue. Mais après ça, chez moi, j'ai réalisé que vous n'aviez pas de raison de faire ça. Mais ce que vous venez de dire avec, justement, quand quelqu'un arrive, puis il faut le reconnaître, clairement, les bottines suivent les babines dans votre Je ne m'en suis pas rendu compte. Non, ben c'est ça, c'était tout naturel. C'était tout naturel. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup, parce qu'en même temps, vous preniez des photos avec Louise Deschâtelet et tout. Mais pendant 45 secondes, vous m'avez donné 100% de votre attention, moi, que personne ne connaissait dans la salle. Fait que non, je pense que vous l'appliquez sans même vous en rendre compte. Merci. Ben, merci à vous. Merci à vous. Puis, ça m'étonne, c'est fun. je vais revenir sur un petit quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit la politique, c'est un sport. C'est pas de moi que vous l'avez dit, là, mais c'est un sport extrême. On se fait accueillir à bras ouverts par les mêmes gens qui vont nous montrer la porte de façon assez dure quelques années plus tard. François Legault, et je pense même que Jean Charest m'en a parlé dans leur allocution de lundi, vous avez toujours été une des membres du gouvernement les plus populaires. Ça a été une fin drastique pour vous. Ça a été un gros contraste. À quel point, quand on lit les premières pages, même moi, je me suis surpris à me dire peut-être que Marguerite Blais était trop gentille pour la politique. Puis finalement, quand on constate le legs que vous laissez, puis quand on constate le ton combatif qu'il y avait lundi, j'ai réalisé que la lecture donnait peut-être une fausse impression à ce niveau-là. Il n'y a aucune animosité dans votre livre, il n'y a pas de règlement de compte, malgré qu'il y a eu des épisodes peut-être un peu plus difficiles que vous relatez, mais à aucun moment on vous sent aigri ou agressif par rapport à des épreuves plus larges. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez? Absolument. Quand on en veut à quelqu'un, c'est pas la personne qui souffre, c'est toi qui es mal. C'est toi. Tu te rends malade toi-même. Ça donne rien. C'est pas assez. Il faut que tu sois capable de grandir à travers ça. Les épreuves, ça fait partie du vieillissement. Plus on vieillit, plus on traîne nos valises, puis il y a de plus en plus de valises. Hein? Mais si tu es capable de composer avec les épreuves, ça s'appelle la résilience, tu es capable de t'en sortir, tu es capable de grandir à travers ça. Pourquoi j'en voudrais? C'est arrivé, c'est terminé, c'est derrière. La politique, c'est un monde difficile, mais en même temps, c'est un monde fascinant. Et c'est pour ça que je dis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans l'une des questions, je n'ai pas eu le temps de répondre parce que des fois, ma tête part dans toutes les directions. Mais j'invite les jeunes puis les moins jeunes à faire de la politique pendant un bout de temps. Pourquoi? Parce que notre démocratie, à l'échelle planétaire, est malade. Ça va pas bien. Et c'est réellement le seul endroit à l'Assemblée nationale du Québec ou au gouvernement au Canada, là, mais à l'Assemblée nationale du Québec, parlons du Québec, où on peut faire adopter des lois, où on peut mettre en place des politiques qui ont une influence directe sur la vie des citoyens. C'est pour ça que c'est important. Il y a 125 personnes qui représentent 9 millions d'habitants au Québec.
Puis moi, j'encourage les gens qui ont des missions sociales à y aller, que ce soit une mission économique, que ce soit une mission, bon, par exemple, pour les personnes en situation de handicap. J'en parle dans le livre, là. Est-ce que j'ai le temps de dire Oui, ça? oui. Bon. Marilyn Picard, je l'ai connue à l'hôpital Sainte-Justine parce que c'est une maman qui a un enfant lourdement handicapé. Puis moi, je militais parce que Gaëtan Barrette voulait annexer le conseil d'administration de Sainte-Justine avec le CHUM. Et j'étais pas d'accord parce que il faut garder l'aspect pédiatrique. C'est vraiment, ça a été fondé pour qu'on puisse s'occuper uniquement des enfants puis qu'on focalise entièrement. Fait que j'étais là pour le débat, puis c'est là que j'ai connu Marilyn qui combattait. Et elle m'écrit, on ne se connaît pas plus, elle m'écrit sur Messenger, puis elle dit « Marguerite, pensez-vous que je devrais m'engager en politique pour les personnes en situation de handicap? » J'ai dit « Oui, oui. » Et elle l'a fait. Et elle a fait plus en tant que députée que plein de ministres ont fait par le passé. Parce qu'elle savait, elle le vivait de l'intérieur. Donc, elle influençait beaucoup les ministres pour mettre en place des moyens de soutien pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap, pour les personnes qui sont en situation de handicap, pour les proches aidants, etc. Et je lui lève mon chapeau. Ouais. Tu sais, Véronique Yvon, en fait, elle a déjà été ministre, mais c'est en tant que députée qu'elle a moussé toute la question des soins de fin de vie. Ouais. Donc, on peut changer le cours des choses en faisant de la politique. Là, j'hésite entre deux sujets parce que vous parliez de l'appel aux jeunes. Puis là, justement, c'est un livre qui est écrit à quatre mains avec Guillaume Nadon, que vous avez connu, vous me le disiez tantôt, hors caméra, quand il était encore au cégep, puis vous avez demandé de faire une entrevue. Par la suite, il est devenu votre attaché politique. Guillaume n'a pas encore 30 ans, puis il co-signe cet ouvrage-là avec vous dans une espèce de format, justement, de conversation. Dans les premières pages du livre, premièrement, c'est très, très fluide comme interaction. Ça se lit très bien, ça n'ajoute aucune lourdeur, même que des fois, les ajouts de Guillaume, de par ses anecdotes, vient augmenter la fluidité du livre. C'est lui qui est venu vous approcher. Est-ce que le livre aurait existé sans Guillaume? Non. Non, parce que je ne l'aurais pas fait. Et en plus, c'est Guillaume qui a appelé la maison d'édition. Libre Expression. J'aurais jamais osé, personnellement, contacter Libre Expression. Je savais même pas comment faire. C'est fou, hein? J'aurais pas osé. Mais Guillaume m'appelle Libre Expression, Maric Paradis. Maric arrive ici le lendemain. J'étais complètement estomaquée. Et là, Maric tombe en amour avec l'idée. On a commencé le projet, puis ça s'est fait. Donc, c'est une symbolique forte. La symbolique des liens intergénérationnels. Comment c'est important. Les jeunes, là, ont beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances, du savoir, des contacts aussi. Comment on peut échanger les uns des autres. Les personnes âgées sont, en principe, là, devraient être capables de tendre la main, tu sais, et de faire en sorte de soutenir les générations montantes. Fait que c'est un peu ça que je fais. Et lui, ben, m'a aidé finalement à mettre par écrit ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Puis c'est une réalisation à quatre mains. Oui. C'est ça, une symbolique forte, qu'on vit dans une société et qu'on est interreliés. Un rapport fond-forme impeccable, définitivement. Puis, justement, ça me permet de faire le lien avec la deuxième question que j'avais. Il y a un chapitre, par contre, qui est assez important dans le livre, dans lequel Guillaume, je crois, n'intervient pas du tout. Ah oui. Puis, ça fait le lien avec ce que vous disiez, le travail de terrain que votre ancienne collègue qui représentait les personnes en situation de handicap faisait. Il y a un chapitre complet dédié à vos visites en CHSLD. Ouais. Celui-là, on sent que vous le portez toute seule. Vous étiez sur le terrain de 2018 jusqu'à la pandémie. Puis, dans ce chapitre-là, on comprend vraiment votre héritage politique. Qu'est-ce que ça vous a apporté de passer de... Vous avez visité plus de 100 CHSLD, résidences en tout genre pour aînés. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que les décisions ne doivent pas se prendre dans un bureau. Pour prendre des décisions, toutes décisions,
on devrait le prendre sur le terrain, comme si on était un ethnologue. C'est là que ça commence. Comment tu veux, quand moi, là, en visitant, là, j'ai réalisé là, que les préposés aux bénéficiaires étaient sur la première ligne, qui étaient payés 21 de l'heure. Je trouvais ça inadmissible de s'occuper des personnes les plus vulnérables de la société, puis d'être si peu payés, qu'il manque autant de préposés, qu'il y ait si peu de reconnaissance pour leur travail. Même chose aussi pour les infirmières. Une infirmière qui me dit là, qu'elle s'occupe de 43 personnes, là, qui ne sait plus à quel sein se vouer. C'était incroyable que des dirigeants puissent laisser des personnes vulnérables dans des murs épouvantables sous prétexte que de toute façon, ils ont perdu la raison, donc ils ne voient pas la saleté des murs. Moi, là, je ne peux pas accepter ça comme ministre responsable des aînés, mais surtout comme humain, je ne peux pas accepter ça. Fait que ça m'a donné une assise pour être capable d'arriver puis de témoigner devant mes collègues, devant le premier ministre, de comment on devait changer l'ordre des choses. Et ça m'a aidé aussi à peaufiner le plan des maisons des aînés avec Philippe Voyer. Je parle des chercheurs dans le livre, là, parce que je n'ai pas non plus inventé toute seule les maisons des aînés. Je suis allée chercher les personnes les plus compétentes pour être en mesure d'influer sur les fonctionnaires et sur les politiciens pour faire des milieux de vie qui ont de l'allure. Ça m'a donné aussi la chance de voir que ça n'a aucun sens d'avoir des toilettes pour je ne sais pas combien de personnes. Là, tu sais. C'est pour ça qu'il y a eu autant aussi de propagation de virus pendant la pandémie. Tu sais, quand on n'est pas capable de mettre des cloisons. Tu sais, quand le docteur David Lucier, gériatre de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, te dit qu'il est obligé de mettre des cloisons en carton pour pas que le virus entre, ben là, il y a un problème. Fait que le fait d'être sur le terrain, j'ai toujours été sur le terrain. Je suis une fille de terrain. Tu sais, la consultation publique, là, à travers le Québec, on en a parlé peut-être moins parce qu'il y avait Bouchard-Taylor en même temps comme consultation. Mais quand j'arrive à Chibougamau, puis je parle de maltraitance, puis il n'y a personne qui en parle, je dis, comment ça se fait que personne n'en parle? On fait une pause, on prend un café, et là, les gens venaient me voir et me disaient dans l'oreille, j'en vis de la maltraitance. Puis c'est comme ci, puis c'est comme ça. Hey, les gens vivent tous ensemble dans une communauté, une petite communauté. Comment voulez-vous qu'ils parlent des sujets qui sont tabous? Quand j'ai mis en place, je dis moi, là, mais avec le gouvernement, quand on a mis en place le plan d'action pour contrer la maltraitance, je me faisais dire par des collègues, ça n'existe pas, la maltraitance envers les aînés. Ça existe envers les femmes, envers les enfants. On n'a jamais autant parlé de maltraitance envers les personnes âgées que maintenant. Donc, il y avait beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets tabous. On parle maintenant des personnes âgées qui se font violer par des personnes qui sont malades. Prédateurs, Tu sais, j'appelle ça de la maladie. Mais on ne parlait pas de ça, c'était impossible. Impossible de comprendre qu'une personne de 83, 84 ans dans un CHSLD puisse se faire agresser sexuellement. Bien, ça existait, puis on ne le disait pas, on n'en parlait pas. Fait que quand tu fais du terrain, ça permet d'être un rapporteur. J'étais une communicatrice, fait que ça vient de ma base. Hein. Tantôt, j'ai dit quelque chose qu'il faut faire attention pour ne pas induire personne en erreur. Je disais qu'on avait peut-être le sentiment que vous étiez trop gentil pour faire de la politique. Je n'ai pas répondu à ça. Vous n'avez pas répondu à ça. Vous n'avez pas répondu à ça. Puis vous avez continué de démontrer les chemins de l'influence que vous étiez capable de suivre. Comment vous vous percevez comme politicienne? Parce que je vous décrivais dans mon article sur le livre comme quelqu'un qui comprend très bien les rouages puis qui est très bien capable qui comprend la game. Oui, je comprends la game. Très, très bien. Je sais comment ça fonctionne. Mais je ne suis pas obligée de le crier sur les toits. J'ai juste à agir en temps et lieu, au bon moment, au moment opportun. Si les gens autour pensent que je suis trop gentille pour être capable d'aller chercher ce que j'ai besoin, bien, j'ai été capable de le chercher quand c'était le temps. La pandémie, ben, c'est pas parce qu'on ne m'a pas écouté. C'est pas ça qui m'a frustrée. C'est pas ça.
c'est de voir que ça faisait des années et des années et des années qu'on ne s'occupait pas du peuple invisible. C'est pas d'hier, là. Et ça, je trouve ça très difficile. Parce que c'est comme si notre société n'avait pas apprivoisé le vieillissement. On n'a pas apprivoisé non plus. Les démographes nous le disent depuis je ne sais pas combien de temps, là. Tu sais, on est en 2026, là, mais c'est pas d'hier là, qui nous parle que la société va vieillir, que ça va être un poids pour la société, que ça va coûter cher. C'est pas d'hier, là. Mais c'est toujours comme si on poussait ça un petit peu sous le tapis. Mais c'est l'évidence. Puis ce qui me fait mal, c'est que ça fait longtemps, puis qu'on repousse toujours les limites du prendre soin correctement. Parce que c'est une dépense, puis c'est une dépense, mais pour moi, c'est prendre soin des personnes qui ont bâti le Québec avant nous autres. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frustrée de voir que pourquoi qu'on en arrive là. Et aujourd'hui, est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce qu'on continue d'aller visiter nos aînés? Est-ce qu'on continue d'en prendre soin? Cette invisibilité-là, puis aussi, on n'a pas apprivoisé la mort. Et on a beaucoup de difficultés parce que maintenant, dans les CHSLD, Maisons des aînés, entre 80 et 83 % des gens qui habitent là-bas, ce sont des personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs. Fait qu'aller voir son parent qui ne te reconnaît pas, c'est très difficile. Fait qu'on n'a pas assez apprivoisé ça. Fait qu'il faut l'apprivoiser aussi quand on est jeune. À une époque, la mort, une époque pas si récente, les gens qui mouraient, ben, ils étaient dans les maisons, on en parlait pendant 3 jours, on avait le temps de faire nos deuils, on avait le temps d'apprivoiser qu'est-ce qui était pour arriver. Mais aujourd'hui, ça se fait très, très, très rapidement. Et on n'a pas le temps d'apprivoiser ça. Et mourir, ça fait partie de la vie, hein? On le sait, tu sais, qu'on va mourir un jour, mais il faut s'y préparer. Puis il faut se préparer à perdre les siens aussi. C'est plate ce que je dis, mais c'est ça. Non, c'est C'est très la riche. réalité, là. Tu sais, puis on n'est pas prêt à ça. Je pense que c'est un bon moment pour parler justement à la fin du livre. On voit votre départ de la politique. Puis je pense que c'est important ce que vous avez fait en l'écrivant, d'admettre sa fragilité, même dans un univers qui semble ne pas l'accepter, la politique. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de l'écrire? Parce que je pense que ça va être important pour les lecteurs. Que j'ai fait une dépression? Oui. Ben, tout à fait. Parce que quand tu es un personnage public, quand tu es une personne publique, tu peux avoir une influence certaine. C'est tout ça le pouvoir? Je ne le sais pas. Mais quand on est malade, j'ai été malade, puis la dépression a duré 3 ans, il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas hésiter. Tu sais, avoir une maladie mentale, là, c'est pas pire qu'avoir une maladie physique. C'est une maladie qui joue aussi sur ton physique. Puis quand tu es malade physiquement, ça joue sur ton mental. C'est pas déconnecté, là, la tête du corps, là. C'est un tout, hein. Et puis, je suis allée chercher de l'aide. Et cette aide-là m'a permis de grandir, de m'en sortir. Le livre m'a fait du bien, c'est thérapeutique. Ça peut, pour une personne dépressive, ça peut être faire partie d'une chorale, faire partie d'un groupe d'entraide, faire de la marche avec un groupe, apprendre à faire de la peinture. Mais on ne peut pas rester isolé. Fait que je le dis parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de solitude dans notre société actuellement, pas seulement chez les aînés, chez les jeunes, chez les moins jeunes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de solitude. Donc, forcément, ça veut dire une petite porte qui s'ouvre sur la dépression, un épuisement. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Puis, on s'attend à ce que les politiciens soient tu sais, comme un bloc de glace, là, tu sais, fort, solide, qui ne font pas au soleil, tu sais. Mais on est des hommes puis des femmes ordinaires qui souhaitons, à un moment donné, s'engager en politique pour changer le cours des choses. Et il ne faut pas avoir peur de le dire quand on est malade. Puis c'est pas seulement aux femmes
de le dire. Les hommes aussi devraient parler de leur fragilité. Ça les rend pas moins solides d'une certaine façon. Ça te rend pas moins compétent de dire que tu es fragile, même si tu es ministre de l'économie, tu sais. Est-ce que vous espérez que les choses évoluent à ce niveau-là? Bien, ça a commencé. Caroline Proulx en a parlé. Lise Thériault, je ne sais pas si elle en avait vraiment parlé, mais les médias en avaient parlé, puis ça avait même affecté la perception qu'on avait d'elle, de cette femme forte, et je trouve ça absolument abominable ce qu'elle a vécu. Il y a maintenant des animateurs de télévision, des comédiens qui en parlent, mais puis c'est super, super bien, parce que si c'est pour aider à le dire et à se soigner, ben tant mieux, tant mieux. J'ai une question un peu dure. L'année dernière... J'aime ça, les questions dures. Ben, je sais que vous êtes capable. Je suis rendue habituée. La petite fille fragile est rendue habituée. L'année dernière, dans le cadre du La salon... petite vieille fragile. Arrêtez. L'année dernière, dans le cadre du Salon des aînés, j'ai eu la chance d'interviewer Sonia Benezra, qui, comme vous le savez, a été proche aidante pour sa mère. Puis, un peu comme vous aussi, a subi le pouvoir d'attraction de Béatrice Picard avec le Salon des aînés. Puis, ça avait facilité son implication au Salon des aînés. Quand j'ai fait l'entrevue avec elle, elle aussi m'a parlé de la pandémie parce qu'elle a eu très peur de perdre ses parents dans la période où les proches aidants n'avaient pas accès à leur famille. Ouais. Puis, ce qu'elle m'a dit, elle a utilisé des mots assez durs. Elle a dit « Je ne pardonnerai jamais au gouvernement d'avoir fait subir ça à des familles. » En lisant votre livre, on sent, vous le disiez tantôt, il y a un aspect guérison aussi dans tout ça. Le fait oui, puis même c'est thérapeutique, ça. Vous citez Maya Angelou aussi en disant que toutes les histoires qui ne sont pas comptées, je ne me souviens plus exactement de la citation. Là, mais vous m'en avez parlé au lancement. Oui, vous y faites allusion dans le livre. Est-ce qu'on le sent que vous avez besoin de nommer les choses peut-être pour justement faire la paix avec certaines choses? Est-ce qu'à un certain moment, vous avez vécu de la culpabilité, senti que... Parce que vous étiez dans un des épisodes les plus traumatiques de l'histoire du Québec, une personne vraiment en vue, en étant ministre des Aînés. Est-ce que vous avez senti ce besoin-là de vous pardonner à vous-même? Puis est-ce que le livre a aidé à ce niveau-là? Ou si... Oui, le livre m'a aidé à me pardonner un peu. Je comprends Sonia Benezra de ne pas pardonner au gouvernement. Mais je le raconte dans le livre. Horacio Arruda, il a été traumatisé par moi. J'arrêtais pas à tous les jours de dire... Puis il était au lancement, docteur Arruda. Je disais, docteur Arruda, ça n'a pas d'allure que les proches aidants ne soient pas dans les CHSLD. Je lui répétais ad nauseam. Mais lui, il était directeur de la santé publique. Il fallait qu'il sauve des vies. Puis à l'époque, il manquait d'équipement. Il n'y avait pas assez d'employés pour former les proches aidants à prendre soin. La raison était, on ne veut pas en perdre plus. Ouais. C'était ça la décision. Donc, il y avait un sacrifice à quelque part. Et je comprends très bien, je comprenais très bien intellectuellement ce que ça voulait dire. Mais émotivement, j'étais en désaccord total. Et c'est sûr que je me culpabilisais. Et c'est sûr que je comprends les familles. Je le dis, là. Je suis à côté et avec les familles. Et je comprends à 100% Sonia Benezra. Mais en Italie, là, ils choisissaient les gens qui étaient pour vivre. C'est incroyable. Incroyable. Ça a été très dur. Puis pour des enfants ne pas être en mesure de pouvoir être aux côtés des personnes qui décèdent, c'est un traumatisme. Et ça, je vais toujours porter cette croix-là, tu sais, sur mes épaules parce que je l'ai vécu. J'étais au cœur du combat. J'étais au cœur de la guerre. Mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai grandi avec lui. Il a été traumatisé toute sa vie. Ben moi, je vais être traumatisée par la pandémie jusqu'à la fin de ma vie. Parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon parcours de vie. J'étais aux premières loges de ce qui se passait, là, tu sais. C'est pas parce que j'ai écrit un livre que maintenant je suis guérie de la pandémie. Ouais. Mais je suis capable maintenant de vivre avec.
J'étais pas capable de vivre avec. Maintenant, je vis avec ça. Et c'est là où la guérison entre en ligne de compte. C'est comme guérir d'un cancer. C'est jamais, là, tu sais que tu as eu un cancer, est-ce qu'il peut revenir? Tu vis avec ton cancer. Ben moi, je vis avec la pandémie. On le disait, là, on vient de parler de la pandémie. C'est un chapitre que vous redoutiez jusqu'à temps qu'il arrive. Il arrive à peu près dans le dernier tiers du livre. Avant de parler de la pandémie, vous parlez de vos relations avec vos gardes du corps, de vos relations avec vos anciens collègues, de vos relations avec les journalistes aussi. On sent tout le temps un profond respect, même si on vous a mené la visure à certaines occasions. Au lancement, vous avez encore pris la parole pour les fameux clowns thérapeutiques. L'été dernier, j'ai eu la chance d'interviewer Michel Sirois dans le cadre d'un balado. Puis justement, Michel Sirois, qui est aussi très impliqué avec le Salon des aînés, est une clown thérapeutique. Et c'est elle qui animait Oui, le lancement. le lancement. Une autre symbolique. Absolument. Autant les chansons, vous l'avez dit, j'ai été la ministre qui faisait chanter les aînés, puis les clowns thérapeutiques. Est-ce que, je l'ai dit aussi tantôt, vous êtes quelqu'un qui comprenait la game, vous avez été du côté des médias. Il y a tout le temps eu un maintien de respect puis une grande, grande humanité dans l'ensemble de vos relations. Est-ce que les journalistes sont trop pressés de sauter sur les clips qui créent le buzz? Ben là... Parce que l'évolution de la perception avec les clowns thérapeutiques, elle est là. Je veux dire, les gens, de plus en plus, tendent à vous donner raison avec les clowns thérapeutiques dans les hôpitaux. L'affaire des clowns thérapeutiques, c'est arrivé tellement drôlement. J'en parle pas dans le livre, mais je vais vous raconter l'histoire. Oui. Il y a un article dans la presse qui parle, je n'aimerais pas la journaliste, mais qui parle de solitude chez les aînés. Moi, j'arrive comme ministre, ça fait pas très, très longtemps que je suis là. Puis mon chef de cabinet, il me dit j'ai dit, je vais appeler la recherchiste parce que moi, la solitude, il faut qu'on batte la solitude. Il dit non, Marguerite, fais pas ça. Attends que les journalistes viennent vers toi, va pas vers les journalistes. Je l'écoute pas, je prends le téléphone, j'appelle la journaliste de la presse. J'ai dit, vous savez, là, la solitude, j'en parle. D'un coup, j'ai dit, là, on va annoncer, on va soutenir un programme, les clowns thérapeutiques, pour briser la solitude chez les personnes âgées, entre autres, qui ont la maladie d'Alzheimer, dans les CHSLD. Le lendemain matin, la ministre des Aînés envoie des clowns auprès des aînés. Ah ben là, c'est parti en vrille. C'était joué. Et quand je suis arrivée à la porte du caucus, Alain Laforêt, de LCN TVA, que j'avais connu, moi, quand je travaillais comme animatrice, il était journaliste, donc on se connaissait depuis longtemps. Il dit, Marguerite, aujourd'hui, ça va être ta fête. Mais ça n'a pas seulement été cette journée-là, ça a été des jours, des semaines, et ça me suit encore. Ça me suit encore. Et je ne regrette pas les clowns thérapeutiques. Ils étaient déjà dans les CHSLD depuis 10 ans, mais on n'en parlait pas. Tout ce que nous avons fait, c'est soutenir financièrement un programme qui existait. Mais là, c'était comme on infantilise, on envoie des clowns. Le mot clown renvoie à quelque chose qui est à la fois enfantin, mais aussi négatif, les mauvais clowns. Tu sais, il y a une drôle de perception. Mais je le referais comme faire chanter les aînés. Une ministre qui fait chanter les aînés. On a besoin d'une vraie ministre, pas d'une ministre qui fait chanter les aînés. Et là, tout d'un coup, il arrive un discours scientifique avec comment il s'appelle, notre grand musicien là, qui joue du piano. Ses parents sont morts des suites de la maladie d'Alzheimer. Bref, aujourd'hui... Christian Marc Gendron en tête, là, qui est du coin aussi. Non, Grégory Charles. Oui, bien sûr. Grégory Charles, sur sa mère, puis ils font une émission font des programmes autour de ça, les scientifiques, faire chanter les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est extraordinaire parce qu'ils se souviennent des paroles, ils sont en communication. J'écris dans le livre que Tony Bennett, qui avait la maladie d'Alzheimer, allait voir son pianiste, puis son pianiste se mettait à interpréter ses chansons, il les connaissait par cœur. Donc, moi, là, ce que j'ai fait, là, c'était peut-être avant-gardiste. Mais faire chanter les aînés qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est super correct, là.
puis je le referai demain matin, là. J'ai pas honte de ça. Peut-être que je sortais de la boîte. Puis si j'ai sorti de la boîte, c'est tant mieux. C'est mon côté artistique qui est ressorti. Pour être en mesure, j'étais peut-être là, un petit peu trop tôt. C'était la même chose avec Nicole Poirier de Carpe Diem, là. Elle n'était pas capable. Carpe Diem, c'était une maison. Elle était dans un presbytère. Maintenant, ça a grandi, ça a évolué. Elle accueillait des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer, mais au lieu de les faire asseoir sur des chaises, à rien faire pendant la journée, elle coupait des carottes, des pommes de terre, faisait de la soupe, essuyait la vaisselle, elle les faisait participer à la vie de tous les jours. Et à cette époque-là, moi, je l'avais connue pendant la consultation publique en 2008. Personne ne voulait la financer parce que ce n'était pas dans les normes d'un programme gouvernemental. Moi, je trouvais ça génial. Nicole s'en va en France, s'en va en Belgique, s'en va en Suisse, former des gens qui accompagnent les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Puis chez nous, on ne la reconnaît pas. C'est épouvantable. Il faut sortir de la boîte. Et c'est ça que je dis aussi dans le livre. Est-ce qu'on peut sortir de la boîte pour essayer des nouvelles choses, comme la gériatrie sociale? Ouais. Le gouvernement précédent ne voulait pas financer ça. Mais aujourd'hui, on est pris, bien pris, avec 25 projets en gériatrie sociale. Et ces projets-là viennent soutenir le maintien à domicile des personnes âgées, grâce à des éclaireurs, des gens qui vont à domicile et qui peuvent sentir qu'est-ce qui se passe. C'est un travail de terrain. Et tout de suite alerter les CLSC, le maintien à domicile, que cette personne-là a besoin d'aide. Là. Fait que, c'est ça. On sent aussi dans... En fait, là, ce que vous me dites, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qu'on ressent dans le livre, puis je ne sais pas si c'était intentionnel, mais vous avez vécu les belles années du Québec politique, la Révolution tranquille. Oui, je pense que oui, la Révolution tranquille, vous l'avez vécu aussi. Ce qu'on ressent... Mais je n'étais pas en politique à ce moment-là. Non, vous n'étiez pas en politique à ce moment-là. Mais... J'étais dans le show business. On voit, justement, on en parlait un peu plus tôt, le rapport au pouvoir, quel pouvoir, même en étant ministre, vous pouviez réellement avoir. On ressent peut-être que l'appareil gouvernemental est rendu tellement massif et protocolaire. Est-ce qu'on a encore les moyens au Québec de vivre des révolutions qui peuvent fonctionner? Vous parlez des structures qu'on change? Oui. Parce que les ministres essayent l'un après l'autre. On l'a vu avec la santé, puis vous en parlez dans votre livre aussi. Marque, les politiciens essaient de laisser leur marque. Exact. Bien, écoutez, Est-ce que l'appareil le permet encore? Bien, la grande difficulté des politiciens quand ils arrivent en politique, moi, je vais changer le monde, tu sais, c'est ça. Puis on se rencontre à la fois avec tout l'aspect syndical, l'aspect gouvernemental, qu'on ne peut pas changer ça en cliquant. C'est pas si simple que ça, c'est compliqué pour les politiciens de faire ça. Et quand on veut faire du changement, bien, la population veut garder tous ses acquis. C'est vraiment une dichotomie qui s'installe. On veut garder tous nos programmes sociaux. Il n'y a personne qui voudrait mettre la hache dans un programme social. Mais en même temps, notre population est vieillissante, puis on a moins de jeunes qui contribuent économiquement à pouvoir payer les programmes sociaux. On va avoir une question de société à se poser très, très, très rapidement, parce que 21 % de la population actuellement, à 65 ans et plus, ça veut dire 1,8 million, puis en 56, je pense qu'on est rendu à 26 % de la population. Fait qu'il va falloir aussi collectivement être en mesure de faire des choix pour que nos politiciens n'aient pas les mains et les pieds liés. T'sais, au moment où on se parle, aujourd'hui, je regardais dans la presse un papier concernant les pharmaciens. Oui. Bien, tu sais, on veut mettre des amendements, puis après ça, on ne veut plus, puis on les enlève. Donc, c'est complexe. Gouverner, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui vont faire de la politique. Je vous le dis, là, pas parce que j'en ai fait, mais parce que je l'ai vécu à tous les autres jours. Puis les gens pensent que les politiciens sont riches, puis que les politiciens, quand ils ne sont plus à l'Assemblée nationale, ils sont en vacances. C'est 7 jours par semaine. C'est presque 24 heures par jour. Et quand tu vas faire de la politique, il y a 50 % des gens qui te détestent en partant.
Et moi qui avais été dans le show business, ben, les caméras m'aimaient beaucoup. Et aussitôt que tu arrives en politique, les caméras t'aiment plus beaucoup, beaucoup. Là. Tu sais, je veux dire, on ne regarde pas l'éclairage. C'est pas ça qui est la préoccupation. Comment on peut te faire... tu sais, Te prendre en défaut. ben, c'est parce que les journalistes que j'adore, là, quand ils arrivent à la... Je les aime beaucoup. Quand ils Ah, on arrivent... le sait, ben, on le sent dans le livre, oui. Oui, je les aime, puis je leur parle, puis je leur parlais, mais quand tu arrives à l'Assemblée nationale, ils sont tous là, puis eux autres, là, ils travaillent pour un média, puis le média, c'est d'avoir une nouvelle. C'est leur travail. Ouais. Fait que tu dois collaborer avec eux autres. Mais en même temps, tu peux pas t'attendre parce que, tu sais, tu essaies d'être gentil, qu'eux autres vont toujours être gentils avec toi. Ils ont leur job à faire. Puis, je parlais à Rémi Nadeau. Hein, je vais en parler. Je parlais à Rémi Nadeau parce que j'ai fait une entrevue avec lui récemment. Puis ça m'a beaucoup touché sa réponse. J'ai dit, vous savez, M. Nadeau, j'ai dit, des fois c'était dur, là, vos pouces, parce qu'il fait une chronique, le pouce en haut, Oui. le pouce en bas. Ah, il dit, c'est très dur pour moi, il dit, quand je fais des pouces en bas. Puis il dit, ça m'affecte aussi. Puis il dit, ah, toutes les fois que je fais un pouce en bas, j'essaie, quand un politicien fait quelque chose de bien, après, de lui faire un pouce en haut. Wow! Wow! C'est merveilleux. Entendre ça, c'est merveilleux. Ben, c'est un peu l'humanité qu'on retrouve dans votre livre, d'ailleurs. Là. Puis je l'ai dit à plusieurs reprises, là, ceux qui vont le lire vont avoir beaucoup de plaisir à lire quand vous parlez de vos gardes du corps, comment que vous les connaissiez tous, qu'il y a une relation qui s'installe, je veux pas, parce que c'est des gens qui vous côtoient tout le temps. Vous vous êtes montré extrêmement généreuse avec moi dans votre temps puis dans vos propos. Là, vous revenez vous mettre à l'avant-scène pour Oui. dans un exercice de mémoire, je pense, un devoir de mémoire avec ce livre-là. Est-ce que vous vous sentez prête à revenir à l'avant-scène, ne serait-ce que pour le temps de lancer ce livre-là sur les bonnes voies? Ah oui, et puis Guillaume Nadon est allé chercher des conférences. On va se promener ensemble à travers le Québec. On va faire une trentaine de résidences de M. Maurice. Pourquoi M. Maurice plus que d'autres? Parce que j'ai aussi un lien affectif avec M. Maurice. Quand mon mari a été très malade puis qu'on ne pouvait plus vivre dans la maison où vous êtes aujourd'hui, où je suis, à cause de toutes les marches d'escalier, parce qu'il était en perte d'autonomie, il est devenu, en 7 mois, il a perdu toute son autonomie. À un moment donné, je ne pouvais plus rester à l'hôpital non plus. Alors, je ne savais plus où aller. J'ai appelé M. Maurice. J'ai dit, M. Maurice, j'ai dit, pensez-vous que vous pouvez m'aider? Fait qu'il a dit, Marguerite, il dit, venez dans l'une de mes maisons. Je n'ai pas eu ça gratuitement, là, je vous le dis, là, mais comme tout le monde, là, j'ai été. Mais venez, puis vous allez aller dans une unité de soins. Puis j'ai dit, moi, je veux rester avec mon mari. Il dit, parfait, vous serez la première proche aidante. Je vais vous acheter un lit d'appoint. M'acheter un lit d'appoint et j'ai eu la chance, le privilège de vivre pendant 1 mois et demi de temps avec des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer. Donc, je comprends ça aussi, là. Et d'accompagner mon mari à l'intérieur d'une maison Maurice. Donc, M. Maurice, là, c'est pas d'hier. Ouais. Et M. Maurice, là, je lui ai demandé, je l'ai appelé, j'ai dit, êtes-vous capable d'acheter des livres pour les aînés qui sont là, des petits frères? Il a acheté pour 2500 $ de livres et tout ça. Puis M. Maurice s'est dit, pourquoi vous ne viendriez pas faire des conférences? Fait qu'avec Guillaume, on va aller faire des conférences dans 30 maisons, résidence Maurice. Puis j'ai commencé à avoir des appels pour faire des tables rondes, oui, je vais faire ça. Je ne referai plus de politique active. Puis de toute façon, je pense que j'aurais pas Là, je fais de l'agisme. J'aurais pas la santé physique pour le faire. Mais je fais de l'agisme parce que les Japonais, ils peuvent travailler à 90 ans. Là, fait que... on va vous le pardonner cette fois-ci. Mais je ne reviendrai pas à l'avant-scène de la scène politique comme telle, mais faire de la politique sociale et défendre les aînés. Oui, je vais continuer à faire ça. Puis entrecoupé de séances de jardinage, puis regarder pousser votre jardin. Et peut-être préparer un autre livre. Oh, intéressant. En attendant, on invite... J'ai déjà même appelé l'éditrice. Ah ben là, on a un scoop. On tue la une. On tue la une. En attendant, on invite tout le monde à se procurer Au nom des aînés, à le lire. C'est un excellent livre qui se lit très bien.
puis qui permet une incursion lucide et sensible dans l'univers politique, puis dans des chapitres névralgiques de l'histoire récente du Québec. Donc, merci beaucoup, Marguerite Blais. Ben, moi, je tiens à vous remercier parce qu'avant l'entrevue, on a eu la chance de prendre un café ensemble. On s'est assis, puis j'ai dit, bon, ben là, j'ai dit, si vous me voyez, je vais vous voyez, mais si tu me tutoies, je vais te tutoyer. Et là, vous m'avez parlé de votre rôle de papa et comment, avec votre fils, vous étiez dans l'histoire et que c'était important de comprendre l'histoire pour savoir où on s'en va dans la vie. Puis ça m'a beaucoup touchée. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre famille, avec ce métier que vous adorez, que vous développez au fil des jours. Vous êtes un excellent journaliste. Merci beaucoup, M. Baribeault. Merci, Marguerite. Pour consulter l'article, vous pouvez le lire dans la version papier d'Info Laurentide ou encore de vous rendre sur le site web journalinfolaurentide.com pour plus de détails.